Bien, nous continuons notre reportage au sein du Conseil économique et social et nous avons, je dirais, découvert que le professeur Henri Joyeux était également membre du Conseil économique et social. Alors c'est pas très gentil quand on dit à découvert, ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment les membres. Oui, c'est vrai que le Conseil économique et social manque d'une information sur ce qu'ils font. On a vu comment les Français ont découvert le Conseil économique avec la pétition, savoir ce qu'ils font, comment ils le font et qui ils sont. Eh bien, le professeur Henri Joyeux, que tous les Français connaissent au travers son action, son travail. Il est médecin, chirurgien, mais autour de ses spécialités médicales, il y a avant tout un homme qui travaille pour le bien-être de l'individu. C'est pour ça qu'il s'intéresse à l'alimentation, à tout ce qui permet à l'homme, en général, de pouvoir vivre bien, de pouvoir vivre mieux que ce que nous vivons depuis quelque temps. Et donc ça m'a paru intéressant de venir le voir. Bonjour, Bonjour. Professeur Henri Joyeux. Vous êtes basé à Montpellier. Tout à fait. Donc ça montre qu'ici nous avons aussi toutes les régions, tous les départements de France. Et d'ailleurs on voit l'accent aussi de Montpellier, ville, L'accent du soleil. Voilà, ville importante tant sur le sport que politique ou autre. Et ma première question, si vous le permettez, c'est comment avez-vous vécu la période des 700 000 pétitions lorsque le 15 février, je suis venu avec toute la manifestation pour tous, avec Frigide en tête, pour déposer ces pétitions et ensuite le fameux bureau 15 jours après qui n'a pas transformé les pétitions en saisine mais en autosaisine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre ressenti ? Ce que je percevais, c'est qu'au niveau du mouvement Famille de France, il y avait un réveil des familles. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes président de l'association Famille de France, dont on parlera après. Voilà, alors j'ai senti un réveil des familles et j'avais écrit un petit livre qui s'appelle « Les enfants d'abord, famille, réveillez-vous ». Et effectivement, quand j'ai vu ces 700 000 pétitions qui sont arrivées pratiquement en une quinzaine de jours, ça démontrait qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait dans le pays et que c'était une défense véritable des familles et des enfants. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'ici même, dans cette belle enceinte du Conseil économique et social, au fond, on avait déjà un peu préparé les choses pour en faire le minimum. Puisqu'il y avait déjà eu des interviews du président, pour lesquelles j'ai une grande estime, mais j'avoue que j'ai été déçu quand j'ai vu que le bureau, avec le président, au fond, face à ces 730 000 signatures, disait bah oui, finalement, on ne peut rien faire parce que Matignon nous a dit. Or, ici, au Conseil économique et social, nous sommes indépendants de la politique. Nous sommes là pour la conseiller. Ça ne veut pas dire que nous sommes suivis, mais nous sommes là pour donner des conseils. Et quand vous avez demandé, au nom des 730 000 pétitionnaires, quelles étaient les conséquences de la loi, vous avez bien fait. Ces conséquences ont été analysées sur le plan juridique, par des grands spécialistes sur la filiation, etc., mais pas suffisamment sur le plan psychologique. C'est-à-dire quelles sont les conséquences pour un enfant de ne pas avoir de père en ayant de mère, ou de ne pas avoir de maman en ayant de papa. Tout ça, ça n'a pas été analysé. Donc on ne peut pas s'en moquer. Et les familles sont au contact de la réalité du quotidien, avec les enfants qu'ils ont, je ne dirais pas sur le dos, mais qu'ils aiment et qui veulent voir s'épanouir, grandir et être autonomes. Et cela, évidemment, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce réveil-là, à mon avis, que ces pétitionnaires ont voulu donner. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller peut-être faire une deuxième pétition, parce qu'ici, au niveau du Conseil économique et social et environnemental, j'ai bien senti qu'il y a quand même pas mal de collègues qui l'ont mal pris, qui n'ont pas trop râlé, mais qui sont prêts à entendre une deuxième pétition, d'autant que la CNIL, qui est venue hier même, ici même dans cette maison, la présidente de la CNIL, est venue nous dire qu'au fond, il n'y avait rien de très clair sur le plan juridique pour savoir comment recevoir une pétition et quoi en faire. Ça veut dire qu'il va y avoir une réunion entre la CNIL, d'une part, et le Conseil économique, social et environnemental, et que de cette réunion doit sortir les aspects pratiques, juridiques, de la réception d'une nouvelle pétition. Alors ça veut dire que la loi organique de 2010 qui précisait l'article 69 de la Constitution de 2008 n'était pas suffisante ou que sa lecture dérange? Parce que c'est quand même curieux qu'une loi organique ne réponde pas à la recevabilité de la pétition. Alors, je ne suis pas suffisamment juriste pour pouvoir en parler, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas question qu'il y ait la possibilité d'une pétition et qu'on n'en fasse rien du tout. On nous parle de 40 000 pétitionnaires pour l'autisme et on en fait un plat, on en sort 730 000 pétitions sur un sujet majeur de la société et on l'enterre. Ça n'a pas de sens. Et là, le peuple français, je dis bien le peuple
peuple français, c'est 17 millions de familles. Et n'oublions pas qu'une famille, c'est 4 personnes, vous multipliez 17 par 4 et vous avez le peuple français. Donc ces 17 millions de familles, admettons qu'il y a 1 million de familles qui dorment, les autres sont en train de se réveiller. Ça veut dire, et je l'ai dit au président hier, au président Delevoye, nous sommes aujourd'hui dans un état insurrectionnel, révolutionnaire, pacifique, c'est-à-dire qu'en tout cas en province, je peux vous le dire, dans le sud de la France, les gens ne se laisseront pas faire. Et le président Hollande, il sera obligé de plier ou de partir. Ou de trouver une solution À lui de intermédiaire. trouver la solution, c'est son problème. Oui, mais il est indispensable C'est lui qu'il sa change un responsabilité. peu de... Nous avons demandé un référendum, il faut qu'il intervienne, qu'il demande au peuple d'une manière intelligente, et c'est comme ça qu'il remontera dans les sondages, il prendra 10 points, en disant au peuple, je vous fais confiance, voici donc 3 questions. Êtes-vous pour ou contre le mariage, pour ou contre l'adoption, pour ou contre la PMA? À vous de décider. Ou peut-être aussi a-t-il une autre solution, c'est de modifier un peu sa politique, comme peut-être toutes les personnes qui le soutenaient Bien sûr. Le demandent. Tout le monde le C'est lui un autre- demande, bien sûr. Et le président Mitterrand avait eu la finesse d'esprit, la finesse de l'intelligence. Quand il a vu ce qui s'était passé, souvenez-vous, avec l'école libre, qu'est-ce qu'il a fait? La loi était quasiment passée, il l'a retirée. C'est ce qu'a dit un peu Hugues Martin Ben, également bien tout sûr, à l'heure. mais il a tout à Alors, fait vous raison. avez beaucoup parlé de la famille. Nous sommes un certain nombre à ne pas connaître la façon dont les associations familiales fonctionnent. J'ai eu l'occasion de venir vous voir Tout à fait. au sein des bureaux de Famille de France, Exactement. place Saint-Georges. Place Saint-Georges, Oui, tout à fait. dans un immeuble où j'ai découvert qu'à chaque étage, il y avait des associations familiales. Exactement. Alors, ces associations semblent être hébergées dans des locaux de l'État et vous vivez des subventions versées par l'État. Est-ce que vous Alors, pouvez c'est juste simple. nous dire Voilà. comment ça Alors, fonctionne? l'État donne 27 millions d'euros. 27 à l'UNAF. millions d'euros. 27 millions d'euros chaque année à l'UNAF. À l'UNAF. Union nationale des associations familiales. D'accord. Lesquelles répartit sur les UDAF dans les différents départements certaines sommes qui sont liées à ce qu'on appelle des conventions d'objectifs et de gestion. Et au nombre Sur des d'adhérents projets également ou particuliers. pas? Alors, c'est lié au nombre d'adhérents en fonction des différents mouvements familiaux. Pardon. D'accord. Ces mouvements familiaux, vous avez 7 mouvements à recrutement général, dans lesquels vous avez 3 politiques, la Confédération syndicale des familles, à gauche toutes, les laïcs, il y en a 2, l'UFAL et le CNAFAL, Confédération et Union. Et puis vous avez le mouvement rural, Union Famille Rurale, et le mouvement Famille de France, qui est 4 fois libre de toute politique, de tout syndicat, de toute idéologie, de toute confession, Il y a- plus oui. les catholiques et les protestants. Donc 7 mouvements dits à recrutement général. 7 mouvements qui sont rattachés à l'UNAF. Et Donc puis vous quelque en part, il y a avez une 19. holding et des filiales. Bien sûr, tout à fait. Et puis vous avez 19 mouvements à but spécifique, les traumatisés crâniens, les malentendants, les malvoyants, les handicapés mentaux, bref, les gouvernements successifs, ne voulant pas avoir, comme les syndicats, un risque de pouvoir extérieur par rapport à d'autres structures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saucissonné les mouvements familiaux. Ce qui fait qu'ils les ont mis un peu les uns contre les autres. Famille rurale, dit Au qu'il est... départ, c'était les uns à côté des autres. Bien sûr, mais c'était De Gaulle qui avait créé ça d'une manière très intelligente, avec Alfred Sauvy qui avait lancé la politique familiale qu'on est en train de faire mourir. Nous sommes aujourd'hui dans un État, si vous voulez, qui considère que l'individu, c'est l'avenir, alors qu'il n'a pas compris que l'avenir, c'est la famille. Alors toutes ces associations satellites, quelque part, Tout à fait. sont complètement dépendants financièrement parlant Oui. de la reversion d'une Absolument. partie des 27 millions que reçoit l'UNAF. Tout à fait. Et cette reversion, par exemple, pour Elle est Famille de au prorata France, du nombre de familles adhérentes. Par exemple, nous sommes à 70 000, grosso modo, entre 70 000 et 100 000 selon les années. Adhérents. Adhérents. Famille adhérente. famille adhérente. Famille, hein, Voilà, c'est papa, pas membre. maman. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait famille? C'est il y a 3 choses qui font famille. Oui, dites-nous. Vous avez premièrement le mariage entre un homme et une femme. Sans enfant, ça fait famille. Vous avez deuxièmement l'autorité parentale. Vous adoptez un enfant, vous avez autorité sur cet enfant. Donc vous faites famille avec votre enfant. Et puis vous avez troisièmement la filiation. Vous êtes une femme, vous avez un enfant, vous n'avez pas de mari, vous avez une filiation, puisque vous avez un enfant, vous faites famille. Ça, ce sont ces 3 Le étapes. Pax, non? Ah non, ça ne fait pas famille. Voilà, non, mais Ça ne fait pas famille. c'est pour préciser. Par contre, ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est que 2 hommes fassent famille à partir du mariage, puisque c'est l'élément mariage qui va faire famille. C'est ça qui Tout va à faire fait, tout à fait. On l'a entendu au Alors Sénat ça, il n'en est par, pas question. par la ministre de la Il n'en est Famille. pas question. Et là, l'UNAF se couche exactement comme le Conseil économique et social dans son bureau ou dans son président, qui se couche par rapport à Matignon, alors qu'il n'a pas à se coucher par rapport à Matignon. Seulement, évidemment, quand vous êtes financé par l'État, vous êtes obligé de faire attention, sinon on va vous taper sur les doigts. D'accord. C'est ça la clé.
Bon, merci, parce que je pense que quasiment la majorité des Français ne connaissaient pas effectivement le C'est fonctionnement. exact, mais parce que, je vais vous dire tout simplement, ça vient du fait que l'UNAF ne veut pas de vagues, que les différents présidents de l'UNAF se sont couchés toujours face aux différents présidents de la République les uns après les autres, alors que quand on défend la famille, on ne doit pas défendre l'État, on doit défendre la famille, c'est-à-dire on doit défendre le peuple de France, qui est un peuple de famille. Et ce n'est pas simplement le monde politique qu'il faut défendre. Quand il fait bien, il faut le dire, quand il fait mal. Quand vous avez par exemple la prise en charge de l'allaitement maternel pour des femmes, 820 000 femmes qui donnent la vie chaque année, et dont peut-être beaucoup voudraient pouvoir allaiter, mais ne peuvent pas à cause du travail, de ci, de ça. Eh bien, quand l'État va dans le bon sens, nous le disons. Et quand par exemple il est en train de réduire la politique familiale et de la supprimer, alors que De Gaulle avait compris ça, parce que c'était un véritable visionnaire, eh bien là on est obligé de dire niet. Depuis déjà un certain nombre d'années, on voit bien qu'il n'y a pas d'incitation familiale et que la démographie française ne s'est pas faite par l'intérieur, mais par les arrivées extérieures. Absolument. Vous savez, une femme sur 2 Françaises en âge de procréer, je parle de souche française, souhaite avoir un enfant de plus et ne peut pas pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Alors, bien sûr qu'il faut aller chercher des main-d'œuvre à l'extérieur sur des travaux que nous ne voulons pas faire, nous, Français. Je puis le comprendre. Et d'avoir des intégrations naturelles. Tout à fait. Et c'est très important. Et nous avons créé d'ailleurs Famille Méditerranée, qui résonne le bleu de la mer, le soleil, etc. Et Famille Méditerranée, nous l'avons créé à Paris. À l'intérieur de Famille de France. Tout à fait. Ce sont des associations qui sont associées à Famille de France. Nous en avons une sur Paris avec des Franco-Libanais, des Palestiniens, des Algériens, des Marocains. Nous en avons dans l'Aude, dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes en train de créer dans le Gard et nous voulons en créer pratiquement dans tous les départements, y compris en Bretagne, y compris chez les Ch'tis là-bas dans le Nord. Alors, tout à l'heure, là, vous venez de nous dire que les associations étaient relativement dépendantes de la manne de l'État. On a une fois de plus le fait que l'argent limite la liberté. Tout à fait. Et on le ressent profondément aussi peut-être dans la famille. Est-ce que ces associations ne sont pas trop politisées, justement? C'est une question. Alors que Famille de France, vous avez la volonté d'un apolitisme total. Absolument. C'est-à-dire nous sommes libres de toute confession. Nous avons de tout, nous avons des musulmans, des athées, des chrétiens. On ne demande pas la carte religieuse, on ne demande pas la carte politique. Nous avons des gens de gauche, nous avons des droits. Franchement, nous n'avons pas d'extrême, si vous voulez. C'est-à-dire nous n'avons pas ni d'extrême gauche, nous n'avons pas d'extrême ni de droite ni de gauche. Mais vous avez peut-être sans le savoir. Peut-être sans le savoir. Mais disons que ça ne s'exprime pas. Vous voyez, il y a au moins un grand respect des différentes positions politiques. Ça ne nous regarde pas. Alors, dans ce grand immeuble qui réunit toutes les associations, est-ce que ça dialogue? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous essayez de trouver, je dirais, des séances de travail qui voient une convergence sur tel ou tel thème, par exemple les allocations familiales en ce moment? Alors, à Famille de France, évidemment, nous avons un conseil d'administration national qui représente. D'accord, mais je parle avec les autres associations. Beaucoup plus difficile. C'est la langue de bois, je vous le dis franchement. Oui. Moi, je ne suis pas pour la langue de bois. Vous savez, quand ça, on est chirurgien... on vous connaît avec une langue très libre. Voilà, très très libre. Et donc, je ne supporte pas la langue de bois. Donc, j'essaye bien de sortir parfois des arguments assez forts. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous êtes dans une habitude de langue de bois, on vous fait toujours revenir à la langue de bois. Donc, j'apparais non pas comme un révolutionnaire, mais disons comme quelqu'un qui veut bouger un peu les lignes. Et je finirai par les faire bouger parce que le bon sens, si vous voulez, le service véritablement des familles, des enfants, tout cela, je pense que les Français y sont très sensibles aujourd'hui. On pourrait quelque part avoir une image, si vous me permettez, professeur, c'est que vous luttez principalement contre le cancer, oui. Par rapport à votre rôle de chirurgien, vous évoluez. Je dirais un petit peu ce que vous faites au niveau de la France, au niveau des familles, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire l'exérèse de tout ce qui peut détruire le naturel. Mais pas avec un bistouri quand même. Non, mais une exérèse quand même, tout à fait. En valorisant le bien et en luttant contre une évolution anormale, puisque le cancer, c'est ce qu'on appelle une métaplasie, c'est-à-dire une transformation cellulaire anormale. Absolument. Et là, vous vous battez pour que la cellule normale redonne des cellules normales, et principalement l'ADN, au niveau de la filiation. Tout à fait. On peut peut-être le dire comme ça. Absolument, c'est très juste de le dire comme ça. Bon. Et ça montre bien que, je pense, comment vous dire, les familles, c'est elles qui tiennent le bon sens dans notre pays et qui doivent faire une espèce de contre-pouvoir, mais qui ne soit pas révolutionnaire, qui ne soit pas agressif, qui soit pacifique. Et c'est ça l'avenir. Et démocratique. Et démocratique, bien sûr. Merci, professeur. Avec un plaisir. Bien.